L'homme invisible... Ah... L'homme invisible est franco-ontarien. Il glisse d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre. Il est là, juste sous la surface des choses, comme un sous-marin. La langue dans sa poche. Hey, you sure know how to die. En fait, l'homme invisible ne peut plus se réveiller. Le rêve continue avec ou sans lui. Chez nous, nous autres, on dit aux enfants, parlez français. Parlez français. Mais le danger, c'est d'y rebuter. Puis qu'ils prennent ça en aversion. Puis qu'ils se détournent. Puis que ce soit pire que mieux. Tu sais, c'est un petit brin comme les parents qui essayent de forcer leurs enfants d'aller à l'église. Des fois, c'est pire que mieux. Être minoritaire, t'étais un peu comme le Canadien. T'as plus chaud. T'as plus de pays. Même dans ton pays, t'es plus chaud. Des fois, je me dis, si on était déménagé à Québec, on n'aurait pas ces problèmes-là. Mais ce serait quelqu'un d'autre qui serait obligé de se battre ici à notre place. Puis après ça, au Québec, on n'est pas berçu non plus. Parce que pour eux autres, là-bas, on est déjà des vendus, on est déjà des Anglais. On n'est plus de la gang. On n'est plus de la famille. On est déjà assimilé. On est déjà mort. Je m'appelle Camille Perron, les gens m'appellent Pépère Cam. C'est parce que je suis vraiment un pépère. Rapport que mon épouse et moi, nous avons 5 enfants, qui sont tous mariés, et nous avons 10 petits-enfants. Et aujourd'hui, je deviens votre pépère. Ça me fait drôlement plaisir de venir dans ce beau bâtiment de Sciences Nord. Ça ressemble quasiment à un vaisseau spatial. Ça te donne le goût du départ, le goût du voyage. À Sciences Nord, c'est effarouchant pour un conteur qui parle toujours de choses du passé, d'arriver dans une chose aussi moderne que ça. Ça fait un drôle de coup, ça fait un contre-coup. Mais dans tout ça, il faut remarquer qu'il y a aussi les fossiles, qui eux autres nous parlent du passé. On a marché là-dessus pendant des millénaires, on a déterré ça, et puis ça nous interpelle. Le conte, ce qu'il fait, il ôte la poussière, puis il nous fait voir notre passé. Mais le passé qui déterre le conte, c'est un passé qu'on porte en dedans de nous autres, dans notre subconscient. C'est Tijan qui a trouvé son vieux père mort dans son lit. Ben, ça t'y a fait un choc, vous pouvez croire. Ça t'y a donné un coup au cœur. Il est allé vitement voir son père, son frère, puis il dit, « Père est mort. Va falloir que tu viennes m'aider pour l'enterrer. » Son frère le regarde, puis il dit, « Occupe-toi-en du vieux. » Il dit, « Moi, je touche pas à ça aux morts. Vas-y, toi, l'enterrer. » Petit Jean qui disait jamais rien à personne, il est allé au lit, puis il a ramassé le corps de son vieux père dans ses bras, puis il l'a transporté de peine et de misère jusqu'au bout du jardin, où ce que c'est qu'il y avait de la terre un peu plus meuble. Puis
Puis là, il a fait un trou dans terre. Puis il a déposé le corps de son vieux père là-dedans, puis il l'a enterré comme il faut, avec tout le respect, puis la dignité qu'il pouvait. Puis là, ben, il a ôté son petit casque, puis il a fait une petite prière pour lui, pour que le bon Dieu vinsse y avoir son âme. Je me demande des fois si je suis pas un vieux fou. Puis que le compte, c'est pas dépassé. C'est pas périmé comme tous ces vieux-là qui sont enterrés ici. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans le compte avec la télévision, puis toutes les choses contemporaines qui viennent amuser les gens. L'importance du visuel, puis que le conte, lui, il n'y a pas de visuel. Après ça, ben, je me dis que ces vieux-là, ce qu'ils m'ont donné, je le porte en moi. Dans moi, ils vivent encore. C'est pas dans les livres que j'ai entendu les contes. Ça a commencé d'abord ici, dans ce petit village d'Astorville. Ça ici, c'est la vieille maison de papa et maman où j'ai connu le conte. Dans ce temps-là, à droite, il y avait un petit appendice. Ça disait le magasin général Perron. Allô, Annette? C'était le magasin à papa. Dis-moi donc. À cette heure, Allô, ça a été Denise? débâti. Comment ça va? C'est mon frère Hector qui a pris la relève. Comment ça va? Bonne humeur? Bonne humeur, toi aussi? Ouais. Bonne santé? Ah, 100%. Ouais, ouais. Faites un beau voyage? Extra, extra. Ouais. Extra, c'est vraiment- Écoute, là, pendant que j'y pense, vendredi soir, on fait un petit party chez nous. Puis tu viendras avec Germaine, hein? Ça m'intéresse. OK? Ça Ouais, m'intéresse. on a une petite famille, une petite soirée de famille. Dans le temps de papa, la paroisse ici, c'était toutes des Français. Je sais bien, hein? Ben, 95 Il y en avait un anglais, puis on n'en avait pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. C'est parce que... On le connaissait pas, connaît d'abord. trop, puis, Ouais. mais tu sais, c'était tout le monde français, puis tout le monde, c'était comme une famille. Ils sont venus ensemble ici, puis ça continuait à vivre ensemble, puis fêter ensemble. Ouais. Puis, Ça fait 3 générations, nous autres, coins de site, là, les Perrons. Hein? Il y avait Pas- Papa Charles, et puis après ça, il y avait papa, puis il y avait les autres. Et puis à cette heure, ben, il y a les enfants qui nous suivent, là. Ouais. Depuis ce temps-là, ça fait... Ben, Astorville, ça a toujours été beau de même. Ben là, aujourd'hui, c'est un peu sale, là, comme de raison, la neige fond, mais... Oui, c'est de valeur que... bon, tant qu'à moi, ça, c'est le paradis. ça. Ah oui, ah oui. Il y en avait qui dit c'est petit Québec, hein? Ouais. Angèle, pour moi, c'est mon bras droit. Elle m'appuie énormément dans tout ce que je fais. On s'aime bien, gars. Ça fait 35 ans qu'on vit ensemble, puis on n'a pas le goût de lâcher. Ça a été pas pire. Bon, viens me compter ça. Viens me compter ça. Quand tu arrives dans l'école et puis que le prof s'en vient en avant puis il dit aux élèves de 8e année ou de 9e année, le monsieur, il va vous conter des contes. Ou des histoires. Ou le monsieur va vous conter des histoires. Les élèves font... Surtout pour nous autres, les Franco-Ontariens, le conte, c'est important. Parce qu'on est tellement entouré de personnes qui sont pas de notre langue, puis qui sont pas de notre descendance, de notre ascendance, je devrais dire. À un moment donné, on se retrouve, puis on n'a pas de racines. Puis on est éparpillés un peu partout dans la province, à partir de Hearst puis Kapuskasing jusqu'à Windsor. Et puis d'être les seuls à parler la langue qu'on parle. Et puis, des fois, on a l'impression qu'on a quasiment honte de parler cette langue-là devant les autres. Les jeunes franco-ontariens, ils sont comme ben d'autres jeunes. Ils ont tout un paquet de choses, un paquet de bagages, en dedans d'eux autres. Puis ils savent même pas que ces valeurs-là, que cette langue-là, elle est là. Ils s'en doutent même pas. Mais dès qu'ils l'entendent, l'étincelle se rallume. Et puis ils la redécouvrent. Chacun d'entre nous, nous voyons le Tigeant chacun de notre façon. Alors là, ici, je vais vous demander de sortir une feuille de papier dans votre pupitre et de nous faire un dessin de votre Tigeant, celui qui donne le courage, le bonheur, la joie, tout ça.
Mon père, comme il l'a fait, moi aussi, j'ai suivi ses pas, comme dans le sens qu'il était enseignant lui aussi. Et moi aussi, je suis enseignant. J'ai pris le goût à travers des invitations que j'ai eues d'aller dans les classes et de raconter. Et puis, je suis certain, à force d'entendre des contes, que même de mes élèves vont sans doute devenir conteurs, bien qu'eux autres, à un moment donné, ils ont le temps la chance de venir conter eux autres aussi, soit dans notre classe ou dans d'autres classes. De dire des contes qu'on avait entendus ou bien non qu'on avait lus, c'était bon. Mais à un moment donné, j'ai commencé à vouloir écrire. Une de mes histoires favorites, c'est une légende. Ça s'appelle la légende de Bocage. L'histoire se passe dans le territoire indien numéro 10. Ça s'appelait autrefois la mission du Saint-Esprit. C'est à peu près à mi-chemin entre Sturgeon Falls et North Bay. Et puis c'est tout près dans le bord de la baie de Bocage. C'est justement ici que les voyageurs passaient. On peut penser à Georges-Étienne Brûlé, Samuel de Champlain, les missionnaires d'autrefois. Ça évoque tout un passé qui remonte à nos racines, ça, tu sais. Ça évoque toute une affaire si fort. C'est J, le dernier souvenir de 20 ans de bonheur, qu'un père malheureux a changé en malédiction pour sa fille ingrate. Voilà, c'est ce petit monument-là qui a lancé la légende de Bocage. T'as remarqué, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date. C'est vraiment énigmatique. C'est à se demander ce qu'il y a en arrière de ça. C'est un de mes amis, Raymond Lévesque, qui passait ici en canot un été, puis il s'était donné à voir ça. Puis il m'a parlé de ça. Puis tu comprends bien que j'avais le goût de venir voir ça, hein? Là, je me suis mis à me demander qu'est-ce qui a bien pu se produire ici pour que des paroles si dures, si pénibles puissent être écrites. Puis, il n'y avait personne, il n'y avait rien qui me la contait. Alors, je me suis dit, il faut essayer de faire une histoire qui explique ça, puis qui me donne une espèce de paix aussi devant ça. Comment se fait qu'après 20 ans de bonheur, ça a été changé en malheur? Les réponses étaient loin. Fallait les voir en dedans de moi pour essayer d'y trouver. Qui c'était cet homme-là? Qui c'était cette fille-là? Ça se passait, vous voyez, vers les 1860 à 1865. C'était un vieux trappeur, à peu près de mon âge, qui s'appelait Nicolas Saint-Jean. Nicolas Saint-Jean, chaque année, il partait de Québec. Il remontait le fleuve, la rivière Outaouais, la rivière Mattawa, puis il allait jusque dans le lac des Pessins, du côté nord. Puis là, il passait l'hiver chez les Indiens à faire la trappe des fourrures. À chaque printemps, après qu'il avait pris ses fourrures, ils faisaient leur voyage à rebours, jusqu'à Québec. Puis arrivé à Québec, ils se gardaient toujours assez d'argent pour acheter un beau présent, un beau cadeau pour sa petite fille, qui s'appelait Eugénie. Elle avait 20 ans. Nicolas Saint-Jean, quand il rencontrait sa petite fille, là, c'était le monde qu'il rencontrait. Parce que c'est tout ce qu'il y avait dans la vie, cette petite fille-là. Rapport que sa mère était morte en la mettant au monde. Puis là, Nicolas Saint-Jean puis la petite Génie, tout ce qui lui restait, c'est un l'autre. Ben, quand ils se voyaient, vous pouvez craindre. C'était la fête, c'était la folle fête, parce qu'elle aimait son vieux bonhomme de père, vous pouvez pas craindre comment. Puis lui, ben, il savait pas quoi faire pour la gâter. C'était des cadeaux, c'était des caresses, c'était des becs. Puis là, ben, ils se rassemblaient, toute la parenté, puis ils faisaient des soirées.
À chaque année, Eugénie achalait son père pour monter avec lui dans le bois. Que disait son père? Que bonne foi, je voudrais bien aller passer l'hiver avec vous là-bas. Ah! Es-tu folle, dit la petite. Devant son insistance, vu qu'il l'aimait tant, dans un moment de faiblesse, il dit, « C'est bon. Si tu veux tant, tu monteras avec moi. » Mais il l'avait juste dit, hein, qu'il le regrettait déjà. Il y avait comme un pressentiment. Sont arrivés à la mission du Saint-Esprit. Il y avait une espèce de fête paroissiale sur le bord du lac cette journée-là. Les gens savaient emporter des paniers de pique-nique, là. Les hommes puis les femmes, ça se rassemblait par groupe. Puis Nicolas Saint-Jean qui se promenait d'un groupe à l'autre avec sa petite Génie qui est présentait, fier comme un paon. Dans l'après-midi, pour l'honneur, ils ont demandé à Génie de faire partir la course en canot. C'est là qu'elle l'a vu pour la première fois. Georges Manito-Wabi. Un beau grand jeune Indien. Les cheveux, là, noirs comme du jet. Retenu en arrière par un ruban rouge vif. Avec une plume d'aigle qui n'était pas rien qu'une décoration, mais qui s'était méritée. Georges Manito-Wabi, je pense son erreur, lui, c'est de croire qu'avec Génie, là, il va y avoir une espèce de mariage de culture, là, et puis que les deux vont être plus riches parce qu'ils vont pouvoir vivre la culture de l'autre. Et puis, il semble se dire là, que, ben, deux cultures, ça vaut mieux qu'une. Puis en principe, c'est beau, ça. Ça sonne bien comme tout. Les femmes disaient, « Ça va revirer mal, ça, vous allez voir. Ça va revirer mal. » Les vieilles disaient, « Je sais pas ce qu'ils voient là-dedans, cette femme-là. Ça a le visage de la couleur du vent d'un poisson mort. » Même les enfants d'école, ils couraient autour puis disaient « Georges Pine Blanche, ça va pas ensemble. Georges Pine Blanche, ça va pas ensemble. » Puis là, ça partait en riant. Génie lui criait que c'était des petits effrontés, des petits polissons. Dans Bocage, c'est un peu pour ça que Nicolas Saint-Jean voulait pas que Génie marie Georges Manito-Wabi. C'est pas parce qu'il n'aimait pas les Indiens. Mais c'est parce qu'il ne voulait pas que Génie ait à vivre ça, ce déchirement-là. Puis Eugénie, elle, ben, est aveuglée par l'amour. Puis tu sais, l'amour, il n'y a rien à faire, moi, je sais. J'en ai vu des enfants autour, que ça tombe en amour, avec des anglophones, des jeunes francophones, puis... Ben, c'était pas à moi aller lui dire, ça, c'est pas une fille pour toi, ben, ça, c'est pas un gars pour toi. C'est pas de mes affaires, moi, ça me regarde pas. Mais ce qui me fait mal, c'est que souvent, ils s'embarquent là-dedans, puis ils savent pas d'avance. Mais c'est justement ça qui est arrivé. Dans le temps de le dire, ces deux jeunes-là, ça se lâchait plus. Georges puis Génie sont tombés d'amitié l'un pour l'autre qui passaient tout le temps ensemble. Puis rendu à la fin d'août, quand les classes ont commencé, aussitôt les cours finis, à la fin de l'après-midi, ils montaient sur les écrans de roche face au soleil couchant. Puis il contait l'histoire de son pays, puis ses légendes. Il l'assisait dans la pointe de son canot, puis là, il partait sur le lac. Puis à mesure qu'il parlait, Génie se sentait attiré par ce pays-là. Génie s'est dit, c'est décidé, je vais rester par ici.
Non, moi, je suis pas contre les mariages mixtes. Pas du tout. J'ai un de mes fils qui est marié avec une anglophone. Ou en tout cas, quand Nicolas Saint-Jean a compris ce que l'autre y disait, il a sorti son couteau pour le tuer très là. Mais Georges Manitowobi, qui était plus jeune puis plus vigoureux que lui, l'a pogné par le poignet, puis a réussi à le désarmer. Puis là, Nicolas Saint-Jean s'est en allé vers son chac, comme un Hénour qui est blessé, qui s'en va dans sa wash. Puis à un moment donné, il s'est retourné, puis il a dit « Je vais t'avoir, Georges Manitowobi, je vais t'avoir! » Je veux pas passer pour un raciste. Moi, je faisais que me débattre pour essayer de surnager, pour pas qu'on se naille. Mais il y a de la tempête sur le lac, pas pour rire. Puis tu sais, comme que je disais au commencement, c'est encore bien fret. Puis on est encore bien isolé. Puis c'est encore un pays qui est bien dur. Ben dur. Salut, pa! Elle se doutait de rien. T'en es une belle qui dit... Qu'est-ce que j'entends dire? Te v'là enceinte? D'un sauvage? T'as pas d'honte? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Ben là, écoute et puis décide. C'est lui ou ben c'est moi. T'as compris? Tu lâches ou ben non, tu pars. Tu suites. Son père. Tu suites? Tu suites! Il l'avait juste dit qu'il le regrettait déjà, mais Nicolas Saint-Jean, il était comme ça. Mais il pensait tellement qu'il était pour le choisir, lui, son vieux père, qu'elle aimait tant, puis qu'il l'aimait bien aussi. Mais fatalement, c'est l'autre qu'elle a choisi. Elle a remis sa bougrine puis son capuchon, puis elle a regardé son vieux père, les larmes dans les yeux. Son père! Tous nos enfants parlent français. Mais on a une de nos petites filles qui, dans le moment, ne parle pas français. Mais son père me dit qu'elle va l'apprendre. J'espère bien que oui. Elle est sortie dans le noir. Nicolas Saint-Jean, qui s'attendait à pas à ça, il a couru à la porte. Puis il a crié « Génie! T'en vas pas! C'est moi! » Il y avait rien que le vent puis la tempête qui y répondait. Parce que là, Nicolas Saint-Jean s'est rendu compte qu'il s'est élevé une de ces tempêtes. Le lendemain matin, au petit jour, il y a quelqu'un qui a cogné à la porte. C'est Pete Vautour. « Rentre! » qui dit Nicolas. Nicolas qui dit le vieux Pete en ôtant son casque de poêle. « Je crée qu'il y a eu un malheur. » Un malheur? Quelle sorte de malheur? Ils ont retrouvé le canot de Georges Manitowobi à l'envers sur le bord du lac. Là-bas, dans la baie de Bocage. Son canot? Il y en a qui l'ont vu partir tard hier à soir, sur le lac en canot avec une femme. Ils sont finis. Ils sont finis, certains, qui dit Nicolas. D'un temps pareil, un pareil fret, un pareil vent, en pleine nuit. Ils sont finis, certains.
Ils ont cherché pendant 3 jours puis 3 nuits, puis ils n'ont jamais rien retrouvé. Rien qu'en s'armant le canot George Manitowobi à l'envers sur le bord du lac, à peu près à 100 pieds du rocher aux cavernes. Cet hiver-là, Nicolas Saint-Jean, qui pourtant avait l'accoutumance du bois dans ce bout-là, est parti. Puis ils l'ont plus jamais revu. Mais il reste encore dans la baie de Bocage, à 100 pas du rocher aux cavernes, là où ils ont retrouvé le canot de George Manitowobi, un monument sur lequel il est écrit C.J., le dernier souvenir de 20 ans de bonheur qu'un père malheureux a changé en malédiction pour sa fille ingrate. Nicolas Saint-Jean, lui, il est disparu, puis ils l'ont plus jamais revu. C'est à se demander si les Franco-Ontariens vont faire comme Nicolas Saint-Jean, puis qu'ils vont disparaître, puis qu'on les reverra plus. Moi, je pense pas. Je pense qu'on n'est pas comme sur la pierre malheureux, ingrat. Je pense qu'on ne vit pas dans le passé. On est enraciné dans le passé, mais le passé, il continue de vivre. Il vit en nous. Et puis, à partir de ce passé-là, c'est un relancement vers un avenir. Un avenir où on va avoir encore plus de vigueur.